Ça n'a rien à voir avec le conflit en Russie. C'est fermeture de 24 réacteurs nucléaires contre 15 circonscriptions. Nous défendons un mécanisme de contribution européenne. Quand ça verra le jour, il aura des cheveux gris, notre président de la République. Et on ne va pas, une fois encore, retaxer les entreprises françaises. 100 000. Vous êtes 100 000 à vous être abonnés depuis que cette chaîne existe, c'est-à-dire il y a un peu plus de 2 mois. Merci à vous. J'ai d'ailleurs sorti le champagne. Bon, en fait, c'est un premier prix parce qu'on est pauvre. Oui, sans vous, rien n'existe. Vous êtes tous les ambassadeurs des contenus que nous diffusons. C'est vous qui en faites la promotion. Du coup, ce succès appelle une question. Comment transformer maintenant cette chaîne YouTube en véritable média? Nous avons déjà commencé cet été en diffusant à côté du Bourbon des reportages. Et nous allons continuer. Mais il faut changer d'échelle. Il faut monter en puissance et en gamme sans faire de promesses inconsidérées. J'y travaille. Courant octobre, je reviendrai vers vous pour vous proposer des objectifs et une stratégie. Tout de suite, le Bourbon. Au sommaire de ce numéro 9, les raisons de l'explosion des prix de l'électricité. Si nous sommes obligés de nous éclairer à la bougie cet hiver et de nous enrouler dans des couvertures, ce ne sera pas la faute des Russes. Ne criez pas tout de suite au complotisme, c'est le président de la République lui-même qui nous l'a expliqué lundi soir. Ça n'a rien à voir avec le conflit en Russie, mais c'est lié à un phénomène conjoncturel qui est que aujourd'hui, le parc nucléaire installé en France est face à des défis techniques qui a conduit le superviseur, qui est l'autorité de sûreté nucléaire, a demandé des travaux à EDF, ce qui fait que nous avons plus de centrales que prévu qui sont en maintenance. Ce qui fait qu'on produit moins d'électricité en franco-français que prévu, et on a besoin de la solidarité européenne. Il faut se rendre à l'évidence, l'instrument de notre indépendance énergétique, le nucléaire, est en rade. Sur les 56 réacteurs dont dispose la France, 31 étaient à l'arrêt lundi 5 septembre. Dans la majorité des cas, il s'agit d'opérations de maintenance. Mais 14 réacteurs présentent des problèmes de corrosion. C'est davantage leur conception que leur maintenance qui est en cause. D'ores et déjà, il est établi que 4 d'entre eux doivent être réparés et ne seront remis en service qu'en février 2023. Mais le président a une solution. Si je devais simplifier les choses, l'Allemagne a besoin de notre gaz, et nous avons besoin de l'électricité produite dans le reste de l'Europe et en particulier en Allemagne. Et ce pourquoi, ça n'a rien à voir avec le conflit en Russie, mais c'est lié à un phénomène conjoncturel qui est que aujourd'hui, le parc nucléaire installé en France est face à des défis techniques qui a conduit le superviseur, qui est l'autorité de sûreté nucléaire, à demander des travaux à EDF, ce qui fait que nous avons plus de centrales que prévu qui sont en maintenance. Ça vient s'ajouter à la problématique que je viens d'expliquer, ce qui fait qu'on produit moins d'électricité en franco-français que prévu, et on a besoin de la solidarité européenne. La France, qui possède le 2e parc nucléaire mondial, en est donc réduite à acheter de l'électricité hors de ses frontières. Du coup, Olivier Marleix, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, réclame une commission d'enquête sur le désastre du nucléaire. Il y a un accord en novembre 2011 avec les Verts, oui. Un accord entre les Verts et le PS, c'est fermeture de 24 réacteurs nucléaires contre 15 circonscriptions. Moi j'avais appelé ça pétrole contre nourriture à l'époque. Emmanuel Macron, je vous le rappelle, parce que les Français l'ont oublié, a été le pilote de la politique économique de François Hollande. On a une décennie de renoncement du nucléaire. L'allocution présidentielle de lundi est passée un peu inaperçue. C'est dommage car elle comportait une seconde annonce plutôt étonnante. Écoutez. Nous défendons un mécanisme de contribution européenne à l'égard qui serait demandé donc aux opérateurs énergétiques pour ceux dont les coûts de production sont très inférieurs au prix de vente sur le marché. Il y a en effet des bénéfices indus qui sont faits par des opérateurs de marché aujourd'hui, et la bonne approche, c'est qu'une contribution leur soit demandée au niveau européen. Si une telle approche ne pouvait aboutir au niveau européen, alors nous serions obligés de la regarder au niveau national. Une contribution, quasiment une taxe. Nous, on parle d'une taxe sur les super profits, mais s'il préfère que l'on parle de contribution, pourquoi pas la proposition que fait le président de la République de soumettre cette possibilité à une décision de la Commission européenne, excusez-moi, mais c'est un petit peu se moquer de nous, parce que quand ça verra le jour, il aura des cheveux gris, notre président de la République. Il y a quelques jours encore, son ministre de l'économie et des finances excluait cette possibilité. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Donc non, je n'ai pas entendu.
Je sais que les entreprises doivent être profitables. Mais Bruno Le Maire est un redoutable contorsionniste. Écoutez-le applaudir le projet de contribution européenne exposé par Emmanuel Macron. Ce que propose le président de la République et le chancelier Scholz, ce n'est ni le statu quo, ni une taxe exceptionnelle, c'est un mécanisme de marché durable. Et je me réjouis de cette solution, parce que c'est une solution durable. C'était donc ça le problème, une taxe ce n'est pas pérenne. Il y en a pourtant qui sont là depuis une éternité, la taxe sur les carburants, la TVA. En réalité, l'explication de ce revirement est ailleurs. C'est un peu technique, mais ça mérite qu'on s'y arrête. Sortez les aérofreins. On va en plein dans la zone de turbulence. Est-ce que... Roger, prenez le manche. En Europe, le prix de l'électricité est indexé sur celui du gaz. C'est comme ça. Lorsque le gaz augmente, l'électricité suit. Car le gaz sert à produire de l'électricité. Il alimente les centrales thermiques. Mais ce n'est pas la seule source d'énergie utilisée pour produire de l'électricité. Il y a les renouvelables et le nucléaire. Au total, le gaz et le charbon, autrement dit les énergies fossiles, contribuent seulement pour 36% de la production d'électricité. C'est pour cette raison qu'Emmanuel Macron estime que les bénéfices encaissés par les énergéticiens sont indus. En effet, leurs coûts de production n'ont pas augmenté, puisque la plupart d'entre eux ne font pas appel au gaz pour produire de l'électricité. Et pourtant, ces énergéticiens profitent à plein de l'explosion des prix. Pour mémoire, il y a un an, le prix du mégawattheure avoisinait les 100 €. Le 25 août, il a franchi la barre des 1000 €, soit 10 fois plus. On est en pleine bulle spéculative, avec un réel danger de mettre à terre les économies européennes. Si l'on veut éviter la catastrophe, il faut donc réguler le marché. Pour Emmanuel Macron, la solution de la contribution présente deux avantages. À la différence d'une taxe sur les superprofits, elle est indexée sur le chiffre d'affaires et non sur les bénéfices, ce qui permet de ne viser que certaines entreprises indépendamment de leur marge. Pas question de remettre en cause la logique du profit. D'autre part, cette contribution ne concerne que les énergéticiens. Ainsi, par exemple, l'armateur de porte-conteneurs français CMA-CGM ne serait pas assujetti à cette contribution, bien que ses bénéfices soient supérieurs à ceux de Total Energy. 7,6 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022. À droite, on estime que ce projet de contribution est inutile. Les outils de régulation du marché existent déjà. Écoutez Bruno Retailleau, qui en ce moment a un avis sur tout. Il est en effet en campagne pour la présidence des Républicains. On a des mécanismes en France, on a l'Arenh qui est un tarif réglementé et les alternatives, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas historiquement producteurs d'électricité, ont un prix préférentiel de 46 € voilà, pour acheter le nucléaire. Donc on a des mécanismes et on ne va pas une fois encore retaxer les entreprises françaises. On a l'Arenh, dit Bruno Retailleau. Je vous explique ce que c'est. Allez, on se resserre une part de Cloug. Ça sort du four, c'est brûlant. Oh, de dessert, c'est une bûche? Non, c'est Cloug. Depuis 2011, EDF, fournisseur historique, est contraint de céder une partie de sa production à prix coûtant à des fournisseurs alternatifs. Ils sont aujourd'hui au nombre d'une vingtaine en activité, dont beaucoup d'étrangers. Un mot sur ces fournisseurs alternatifs. La plupart ne produisent pas d'électricité. Ce sont juste des intermédiaires qui se fournissent chez EDF et qui font ensuite concurrence à l'opérateur historique. C'est débile? Oui. C'est l'Europe. Chaque année, l'électricien historique vend ainsi à ses alternatifs un quart de sa production à un prix fixé par la Commission de régulation de l'énergie. Au 1er janvier 2023, le tarif du mégawattheure, qui est aujourd'hui de 42 €, passera à 49,50 €. Ce dispositif porte le nom d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, ARENH. Cette obligation découle de la loi NOM pour Nouvelle Organisation du marché de l'électricité. C'est cette loi qui a ouvert le marché de l'électricité à la concurrence. Un texte adopté en 2010 sous la pression de Bruxelles, pour ne pas dire la contrainte. Mais voilà, au fil des ans, le nombre de fournisseurs alternatifs a augmenté. Et comme ils sont plus nombreux, la part d'électricité ARENH à laquelle chacun peut prétendre diminue. Pour le dire autrement, le gâteau n'a pas grossi, donc on sert des parts plus petites. Résultat, ces alternatifs achètent aujourd'hui au prix du marché la moitié de l'électricité qu'ils revendent à leurs abonnés. Du coup, l'affaire est bien moins rentable qu'au départ. Les alternatifs ne peuvent pas répercuter intégralement les hausses sur leurs clients qui sont majoritairement des particuliers. À rebours de toute logique commerciale, ces intermédiaires invitent donc leurs abonnés à se tourner vers d'autres prestataires ou à défaut vers l'opérateur historique EDF. Ainsi, l'Espagnol Iberdrola a adressé fin août un courrier à tous ses clients français dont les contrats
arrive à échéance en octobre, soit environ 10 000 clients. Le fournisseur les invite à souscrire un contrat chez un autre prestataire. Officiellement, il s'agit de les protéger d'une explosion des prix. Mais attendez avant de sortir les mouchoirs. Parmi les alternatifs, certains petits malins profitent de l'occasion pour réaliser la culbute. Voici comment. Le quota d'électricité à Rennes auquel chaque fournisseur alternatif a droit est déterminé par la consommation de ses abonnés. Vous suivez toujours? Bon, on prend pour période de référence la consommation enregistrée en juillet et en août. Si le fournisseur alternatif se débarrasse d'une partie de ses abonnés à l'entrée de l'automne, il se retrouve avec un surplus d'électricité. Un surplus acquis à bas prix auprès d'EDF et qu'il peut revendre cette fois aux entreprises. Car à la différence des particuliers, celles-ci ont les moyens de payer. Le mégawattheure est ainsi acheté à 42 € et revendu autour de 600 €. C'est la crise, mais pas pour tout le monde. L'introduction artificielle de la concurrence dans le marché de l'électricité allait tirer les prix vers le bas, nous expliquaient les technocrates hallucinés de Bruxelles. Le consommateur y trouverait son compte, la main invisible du marché allait bâtir la prospérité générale. 10 ans plus tard, on constate que c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Le dogme libéral est une nouvelle fois en échec. On commence malheureusement à en avoir l'habitude. Merci d'avoir regardé cette édition du Bourbon de Serge. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Et pour nous soutenir financièrement, c'est sur DonorBox. On a vraiment besoin de vous pour que l'aventure continue. Chaque euro compte. À jeudi prochain. Sinon rien.